Bonsoir à tous. Bienvenue à nouveau sur ma nouvelle page Wilfried et Kanga, où il est question d'actualité camerounaise, africaine et internationale. Nous avons décidé de commencer par une série de vidéos sur la crise qui secoue le monde actuellement et qui a des métastases jusque dans notre continent en Afrique, à savoir la crise ukrainienne. Et la vidéo d'aujourd'hui, la deuxième de la page après la vidéo introductive, est consacrée justement à l'épisode 2, puisque l'épisode 1 a été réalisé hier. Je vous invite à le regarder pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et pour ceux qui l'ont fait ou qui se sont abonnés à cette page, je vous exhorte à inviter de nouveau vos proches, vos connaissances et tous ceux qui étaient abonnés à mon ancienne page Wilfried et Kanga officielle à rejoindre celle-ci, parce que la page Wilfried et Kanga officielle ne sera plus opérationnelle dans une semaine. Donc, nous avons décidé de consacrer cette vidéo à ce sujet parce que c'est un élément très important. Je l'avais déjà souligné dans la première vidéo, dans le premier épisode, où je disais que les sujets internationaux qui, de prime abord, n'ont pas de grand rapport avec la réalité africaine, ont en réalité un grand lien, ne serait-ce que par la façon dont nous comprenons les choses et qui est souvent dictée par des puissances plus grandes que nous. L'objectif de cette page, comme l'objectif de tous ceux qui entreprennent d'éveiller la conscience africaine, c'est justement d'exhorter, d'apprendre à nos congénères africains à penser par eux-mêmes, à utiliser l'histoire comme une sorte de table avec ustensiles et avec instruments de cuisine, où c'est à eux de façonner le plat qu'ils désirent. S'il y a une crise qui oppose deux puissances ou deux blocs distincts, il faut que ce soit nos propres convictions, nos propres résultats qui définissent à la fin notre opinion. Donc, je répète encore, l'objectif de cette initiative, c'est de nous apprendre plus tard à faire les choix qui nous sont propres, qui convergent avec nos paradigmes, et non les choix dictés par les chaînes de télévision. La première vidéo sur la Russie mettait en exergue le passé commun entre l'Ukraine et la Russie et faisait une sorte de traçage historique qui permettait de comprendre d'où est-ce que ces deux pays partent et comment est-ce qu'ils en sont arrivés à la situation actuelle. Nous allons faire plus ou moins la même chose aujourd'hui, mais dans un angle un peu plus analytique. Il est possible qu'avec une partie 2, nous n'ayons toujours pas couvert tout le spectre et qu'il faille une partie 3, parce que le sujet est d'une immensité et d'une densité colossale. Mais dans cette optique, nous allons quand même tenter une approche et à la fin, nous comprendrons mieux, avec les éléments de l'épisode 1, pourquoi est-ce que le monde est dans la situation actuelle. Il ne s'agit pas de choisir un camp à la fin, il s'agit d'exposer des faits, d'analyser des faits et maintenant de continuer à observer tout en étant dans la perspective non alignée que nous voulons pour l'Afrique et dans la perspective d'arbitre qui peut proposer des solutions à l'international, voilà, tout en continuant d'observer, de faire des suggestions et de réfléchir à des mesures qui vont converger vers la paix mondiale, parce que l'objectif, il est là. Il ne s'agit pas de faire des rivalités de qui est le plus armé. Les grandes puissances actuellement disposent de l'arsenal nécessaire pour mettre à plat la planète tout entière, dont nous perdons notre temps à faire des débats sur la capacité militaire des uns et des autres. Dans cette optique, donc, nous allons présenter ce qui a été effleuré la première fois, les deux blocs qui s'affrontent, à savoir le bloc de l'Est et le bloc occidental. Si on devait résumer cette vidéo en quelques secondes, je dirais que la situation se présente comme suit. Fin de la Deuxième Guerre mondiale, création de l'OTAN, création du pacte de Varsovie, promesse de non-élargissement du pacte de l'OTAN vers l'Est après la chute du bloc soviétique, élargissement factuel de l'OTAN vers l'Est, traité d'association de l'Ukraine à la communauté européenne, annexion de la Crimée, guerre du Donbass, invasion de l'Ukraine. C'est comme ça qu'on peut condenser le tout. Et c'est ce condensé-là qu'on va essayer de détailler ici en une quinzaine de minutes pour que les uns et les autres comprennent. Donc, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, disais-je, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, ou si vous voulez l'Alliance Atlantique, le NATO comme on appelle en anglais ou en allemand, est créée et justement elle est conduite par les États-Unis et regroupe tous les pays qui appartenaient autrefois au bloc occidental et qui ont combattu l'Allemagne aux côtés, enfin en tant que puissance alliée. Donc, le 7 avril 1949, cette organisation est créée. Elle comporte aujourd'hui une trentaine d'États. Mais
À l'origine, elle n'en comptait qu'une dizaine. Des États se sont arrimés au fur et à mesure, notamment la Turquie en 1952 ou encore tout récemment la Croatie en 2009. Donc, elle avait pour but de concurrencer, de faire un contrepoids au bloc soviétique conduit par Staline qui, à la fin de la guerre, bien qu'il ait combattu les Allemands aux côtés des Alliés parce que les Allemands de Hitler avaient violé le pacte germano-soviétique qui avait été signé entre Staline et Hitler où on parlait de non-agression, mais que Hitler a finalement violé 2 ans plus tard en essayant de marcher sur l'Union soviétique. Donc même si les soviétiques, dont les Russes si vous voulez, mais autrefois on parlait d'Union soviétique puisque c'était un bloc, ont combattu aux côtés du bloc de l'Ouest contre l'occupant allemand, il n'en demeure pas moins qu'ils ne sont pas devenus de grands amis à la fin de la guerre et donc il fallait plus ou moins contrôler cela parce que notamment les Russes avaient des visées sur certaines possessions du monde occidental, notamment l'Allemagne. Staline voulait, dans le meilleur des mondes, contrôler l'Allemagne tout entière parce que l'Allemagne, à la fin de la guerre, souvenons-nous, avait été divisée entre les différentes puissances alliées et à l'intérieur de l'Allemagne de l'Est qui appartenait donc au bloc soviétique pendant que l'Allemagne de l'Ouest appartenait au bloc occidental, il y avait la ville de Berlin. Et Berlin, à l'intérieur de l'Allemagne de l'Est, était divisée en deux, Berlin-Est et Berlin-Ouest. Et pour asseoir sa souveraineté sur la totalité de la ville, voire la totalité du pays sur le tard, Staline avait instauré en juin 1948 une sorte de blocus sur la ville qui empêchait les puissances alliées d'accéder à la ville, à la partie ouest de la ville par les voies terrestres ou les voies maritimes. C'est ce qu'on a appelé le blocus de Berlin. Il va courir jusqu'à l'année suivante, en mai 1949, et c'est dans cette optique que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord est créée pour justement empêcher l'URSS, dont l'Union des républiques socialistes soviétiques, qui avait été donc créée en 1922 par Lénine, qui avait fini par chasser les tsars en 1917. Pour le comprendre, je vous renvoie à la partie numéro 1. C'est juste un clin d'œil que je fais. Tout est expliqué dans la partie numéro 1. Et donc, lorsque l'OTAN est créée, pour répondre aux événements comme le blocus de Berlin et comme la tentative d'expansion, les velléités hégémoniques de Joseph Staline, quelques années plus tard, les soviétiques à leur tour créent le 14 mai 1955 ce qu'on a appelé le pacte de Varsovie. C'est une sorte de document en une dizaine d'articles d'alinéas qui justement sera traduit en 4 langues qui concernent les différents pays qui appartiennent à ce bloc, notamment le tchèque pour la Tchéquie, le polonais pour la Pologne. Varsovie est d'ailleurs la capitale de la Pologne, dont la ville à partir de laquelle le traité a été signé, l'allemand, parce qu'il y avait les possessions soviétiques en Allemagne de l'Est, et le russe, bien évidemment, puisque la Russie est le principal pays de l'Union soviétique, qui regroupe donc à ce moment-là l'Ukraine et tout ce que vous voulez, la Biélorussie, la Moldavie. Vous allez le voir de nouveau dans la partie 1, quand j'ai essayé d'établir un rappel simplement linéaire de l'histoire. Donc, le pacte de Varsovie est créé et il se veut comme une sorte d'alliance de solidarité entre les pays de l'Union soviétique et les pays satellites qui viennent s'y arrimer, à savoir donc la Pologne, à savoir la Hongrie, à savoir la Roumanie, voilà, des pays comme ça. Et il répond à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Donc, il y a 2 blocs qui se forment de cette façon et ça représente en tout cas les 2 visions du monde, les deux visions du monde de part et d'autre à ce moment-là. Et on aurait pu se dire que, enfin, à l'origine, les soviétiques ne veulent pas créer un bloc qui va concurrencer l'OTAN, mais c'est en voyant que justement l'OTAN est en train d'avancer et de récupérer notamment l'Allemagne de l'Ouest et de voir que l'Allemagne de l'Est pourrait tomber dans le giron otanien, que les soviétiques décident donc de créer le pacte de Varsovie, parce que le 9 mai 1955, l'Allemagne de l'Ouest se rattache justement au bloc occidental. Les accords de Paris sont signés le 9 mai et quelques jours plus tard, le 12 mai, le rattachement effectif est donc acté entre l'Allemagne de l'Ouest et le bloc occidental, le bloc otanien. C'est pour ça que 2 jours plus tard, dans le 14 mai 1955, les soviétiques se disent « Ah non, là aussi, nous, on doit répondre, on doit créer une contre-alliance. » Voilà, parce qu'on ne veut pas perdre, parce qu'on est en train de perdre l'Allemagne qui était pour nous une zone tampon entre l'Occident et l'Orient. Maintenant que l'Allemagne rejoint le bloc occidental, il faut que nous prenions au moins cette partie de l'Allemagne, et c'est cette partie de l'Allemagne-là qui est prise. Elle va devenir plus tard la RDA, ou si vous voulez l'Allemagne de l'Est, la République démocratique d'Allemagne, par opposition
à la République fédérale d'Allemagne. Et donc voilà, la Russie récupère cette parcelle de terrain qui fait quand même 110 000 km², c'est supérieur à la superficie de la Belgique et de la Suisse réunis. Donc à ce moment-là, voilà, on a ces deux blocs qui s'affrontent, on a ces deux réponses, parce que voilà, nous nous retrouvons face à deux visions du monde où après la guerre, on aboutit à la fameuse guerre froide, puisque tout n'est pas réellement fini. L'échec du blocus de Berlin montre aux Russes que montre aux Soviétiques que le bloc adverse est encore très puissant. Donc nous ne voulons pas, il ne faut pas que ça se contamine. De part et que ça se contamine à l'Allemagne. De part et d'autre de ces deux mondes, il y a ce qu'on appelle le rideau de fer, qui s'étend donc du haut. J'avais dit dans la première vidéo que nous parlerions du rideau de fer, qui s'étend donc tout le long de la frontière russe du nord au sud, c'est-à-dire de la frontière entre la Russie et la Finlande jusqu'en bas. Si on exclut des pays comme la Yougoslavie qui étaient plus ou moins non alignés dans ce paradigme-là. Et donc c'est comme ça que le monde évolue plus ou moins, si vous voulez. Nous avons à cette époque ce qu'on appelle la doctrine Brejnev, qui est un clin d'œil au dirigeant russe Leonid Brejnev, qui disait que voilà, les pays du pacte de Varsovie sont certes souverains, indépendants, peuvent mener leur politique étrangère s'ils veulent, mais c'est quand même l'Union soviétique qui détient la primauté des décisions, c'est quand même l'Union soviétique qui parraine tout ça, un peu comme l'OTAN et les États-Unis. En 1991, on aboutit à ce qu'on appelle l'éclatement du bloc de l'Est, c'est-à-dire les pays qui sont à l'intérieur de l'Union soviétique ou à l'intérieur du pacte de Varsovie retrouvent leur autonomie réelle. Et parmi ces pays, il y a l'Ukraine. Et donc, il y a des discussions entre le président de l'époque, Nikita Khrouchtchev, Mikhail Gorbatchev, et les émissaires américains, notamment M. James Baker, qui est secrétaire d'État américain. Il y a des discussions entre ces deux personnages, avec aussi le chancelier allemand Helmut Kohl, et avec aussi la première ministre britannique Margaret Thatcher, qu'on a surnommée la Dame de Fer, sur le déroulement du monde après justement les chamboulements qui vont venir. Et James Baker fait promettre à Mikhail Gorbatchev que l'OTAN ne va pas s'élargir vers l'Est. Vous retrouvez notamment cela dans le National Security Archive de l'université de Washington, où voilà, cela est étayé par plusieurs dossiers. Et donc, Mikhail Gorbatchev, on part du principe, en tout cas du côté de l'Union soviétique ou de ce qui deviendra plus tard la Russie après l'éclatement en 1991, que l'OTAN ne serait jamais élargie. Et c'est là le début des crises que nous avons, c'est là la première erreur, si vous voulez, à laquelle nous faisons face, parce que du point de vue de la Russie, nous partons du principe que c'est acté, même si ce n'est pas écrit. L'erreur de Gorbatchev, c'est que la réunion n'est pas écrite, il n'y a pas un document signé, il n'a pas insisté sur le caractère contraignant de la causerie, et c'est donc resté un accord tacite. Ce qui fait que les Occidentaux, eux, après la chute du mur de Berlin en 89, ou après l'éclatement du bloc soviétique en 1991 et donc la fin du pacte de Varsovie, eux, ils considèrent que les cartes ont été redistribuées et qu'ils peuvent élargir l'OTAN en négociant de pays à pays entre eux. Pourtant, les soviétiques ou les Russes plus tard ne vont pas voir la chose de cet œil, même si Gorbatchev, comme il le dit dans une interview qu'il a donnée en 2014, disait que oui, les paradigmes ont changé. En 1990, on était l'Union soviétique, mais il n'y avait pas, par exemple, de contrat réel entre les pays satellites, dont la Pologne, la Hongrie et l'OTAN, qui disait que non, on ne va pas essayer de vous intégrer dans notre organisation. Même s'il le dit, il faut considérer ce que Vladimir Poutine lui dit plus tard, en 2014, quand il finit d'annexer la Crimée en mars 2014, le 18 mars, 2 jours plus tard, où Poutine dit « On a été floués, on nous a menti, on a été trahis, on nous a fusillés dans le dos ». Donc l'erreur de Gorbatchev est de ne pas avoir tenu en compte que ses successeurs, eux, ils allaient considérer que l'accord tacite entre Gorbatchev, lui donc Gorbatchev et James Baker et Margaret Thatcher et Helmut Kohl était quelque chose qui était qui était contraignant. D'autant plus que après le démantèlement du bloc de l'Est et donc du pacte de Varsovie, l'OTAN n'a en principe plus de raison d'exister.
C'est-à-dire, j'avais un adversaire, j'existe parce que j'ai un adversaire en face, l'adversaire a disparu, il faut que j'arrête aussi, moi, d'exister, il faut que les pays retrouvent plus ou moins leur liberté. Donc, à ce moment-là, c'est ce qui commence à poser problème, parce que dans la réalité des faits, même l'OTAN a du mal à se trouver une mission. Son adversaire principal est parti, et c'est pour ça que on critique souvent les pays occidentaux, notamment les États-Unis, de se créer des guerres. Parce qu'à un moment donné, il faut se donner une logique existentielle, il faut se donner des motifs d'être là. Et c'est nourri, entre autres, par la volonté, parce qu'il y a un bon lobbying, il y a un bon soft power, parce que les gens vont dire d'une part que oui, après l'éclatement du bloc soviétique, les pays comme l'Ukraine ont refusé d'intégrer la communauté des États indépendants qui a donc été créée par la suite par Gorbatchev et par Boris Eltsine, et qui voulait consolider l'appartenance au bloc de l'Est, et ces pays-là, parmi lesquels l'Ukraine, voulaient déjà intégrer l'OTAN à l'époque. On peut le dire, on peut dire qu'ils le font parce qu'ils craignent que la Russie les envahisse, parce que, notamment en 92, la Russie marche sur la Tchétchénie, en 93 sur la Transnistrie, c'est une région de Moldavie, en 93-96 sur cet intervalle, la Russie marche également sur la Tchétchénie. On peut justifier cela par la peur de ces pays de se faire accaparer, mais dans la réalité des faits, les Américains ne sont pas différents, puisque eux aussi, ils annexent ça et là, et à l'intérieur de l'OTAN, les autres pays, c'est encore une réalité aujourd'hui, sont un peu plus ou moins les marionnettes des États-Unis. Sur la contribution militaire, les Américains contribuent à 70% du budget de l'OTAN. C'est d'ailleurs pour ça que Donald Trump n'en voulait plus quand il était au pouvoir, quand il a pris le pouvoir en 2017. Et même Emmanuel Macron, à un moment donné, quand l'OTAN n'avait presque plus de raison d'exister, disait il y a seulement 3 ans, en 2019, l'OTAN est en état de mort cérébrale. Donc oui, ces pays-là, certes, veulent partir du côté otanien, mais en fait, c'est quitter un maître, un gourou pour un autre. Mais comme le soft power américain est meilleur, évidemment, il est plus facile, avec la logistique dont il dispose, avec la langue anglaise, avec le cinéma, avec tout, de les faire paraître comme la meilleure solution. Et donc, ces pays commencent à demander de plus en plus à intégrer l'OTAN. D'autant plus que voilà, la Russie marche quand même sur des régions, la Tchétchénie, la Transnistrie, avec les morts que ça entraîne. Et Bill Clinton encourage donc justement ces pays-là, même s'il a causé avec Boris Eltsine et qu'il lui dit que bon, factuellement, nous n'allons pas nous élargir vers l'Est. Plus le temps passe, plus ça devient de plus en plus pesant, et il finit par dire à Boris Eltsine, qui est président de la Russie, après Mikhail Gorbatchev, de 1991 au 31 décembre 1999, et qui est le prédécesseur de Vladimir Poutine, Bill Clinton commence à lui dire, voilà, nous n'allons pas continuer comme ça. Les pays veulent, notamment la Hongrie, la Tchéquie, la Pologne, veulent justement adhérer à l'OTAN, et donc il faut que ça ait lieu d'une certaine façon. On a donc beau créer une sorte d'organisation de coopération entre les pays de l'Ouest et la Russie aussi, parce que la Russie ne dit pas un non formel en disant bon, je vous déteste, je ne suis pas de l'OTAN, je ne veux pas faire partie de votre bloc. Non, elle accepte quand même plus ou moins d'être de cette famille-là. Mais voilà, elle ne veut pas pousser le bouchon trop loin non plus, parce qu'il y a des limites à tout. Idéologiquement, nous ne sommes pas tout à fait de la même famille. Surtout qu'en entrant là, corps et âme, on devient aussi des vassaux des États-Unis. La Russie veut être reconnue comme une grande puissance et elle ne veut pas se faire marcher dessus. Finalement, la pression est telle qu'en 1999, ces pays-là, la Hongrie, la Tchéquie, la Pologne, finissent par intégrer l'OTAN. Ce qui est vu, on peut dire, comme un premier affront, d'autant plus que le 1er janvier 2000, dont moins d'un an plus tard, puisque l'adhésion de ces pays à l'OTAN, c'était le 12 mars 1999, d'autant plus que le 1er janvier 2000, Vladimir Vladimirovitch Poutine prend le pouvoir, et lui, il est beaucoup moins tendre que Boris Eltsine. Et donc, il considère que ces négociations avec Mikhail Gorbatchev et James Baker ont été violées, parce que moi, dans ma tête, l'OTAN ne doit pas s'élargir vers l'Est. Et là, l'OTAN est en train de s'élargir vers l'Est. Donc, l'affront continue jusqu'en 2004, où d'autres pays, notamment les pays baltes, la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, la Roumanie, la Hongrie, des pays comme ça, la Roumanie, voilà, intègrent l'Alliance Atlantique. Et donc, c'est pour Poutine un affront supplémentaire. Il ne fait que leur dire, voilà, arrêtez avec cette histoire, nous ne concevons pas le fait que, grâce à ce soft power-là, vous arriviez à séduire ces pays. Ça ne peut pas tenir sur la durée, parce que moi, la Russie, déjà que la Turquie y a adhéré en 1952, je suis en train de me faire encercler. Je ne veux pas cela. Mais nous vivons dans un monde amnésique.
les Occidentaux continuent de soutenir les mouvements pro-européens en Ukraine. J'ai parlé dans ma première vidéo de la révolution orange de 2004 qui a opposé Viktor Yushchenko à un autre Viktor Yanukovych. Viktor Yushchenko est un pro-occidental, Viktor Yanukovych est un pro-russe, et la CIA finance, les États-Unis financent notamment à plus de 70 à 80 milliards de dollars le gouvernement ukrainien pour réorganiser les élections où Yanukovych a gagné. La première fois, on réorganise, on décrète ces élections irrégulières, comme on le voit en Afrique souvent, et on réorganise en 2004 les élections, et finalement, c'est Viktor Yushchenko qui l'emporte. Donc, dans la foulée, entre 2004 et 2008, il y a une sorte d'accalmie, mais en 2008, l'Ukraine réinsiste et les États-Unis sous George W. Bush le fils, cette fois, insistent à ce que justement les États-Unis, en tout cas l'Ukraine, adhère à l'alliance qui est conduite par les États-Unis, donc à l'alliance atlantique, comme s'ils n'apprenaient pas de leurs histoires, les Américains, et c'est le principal problème que ça nous pose souvent dans la géopolitique internationale, à savoir les puissants font souvent fi des volontés des moins puissants, si on veut considérer, parce que c'est le cas du point de vue économique, que l'Union soviétique et plus tard la Russie est moins puissante économiquement que les États-Unis. Et donc, George W. Bush fait peu cas des revendications de Vladimir Poutine. D'ailleurs, il s'est réjoui du fait que la Roumanie, la Slovaquie, les pays baltes, Lituanie, Estonie, Lettonie en 2004 aient aussi intégré l'OTAN, dans 7 nouveaux pays après les 3 premiers pays du 12 mars 1999. Et donc en 2008, on voit aussi que l'OTAN y intègre. L'Allemagne notamment s'y oppose, l'Allemagne d'Angela Merkel s'y oppose et dit non, il ne faut pas parce que c'est un sujet brûlant et Poutine voit les choses de la même façon. Surtout que, voilà, en 2008, Poutine marche sur la Géorgie où il soutient le régime, le gouvernement séparatiste d'Ossétie du Sud, où en Ossétie du Sud, les populations sont majoritairement russophones aussi, ils possèdent même un passeport russe. Donc, ça calme plus ou moins les velléités de l'Ukraine à adhérer à l'Alliance Atlantique parce que Poutine voit l'Ukraine d'un œil différent. Il considère par exemple les pays baltes comme des pays insignifiants où il se dit ce n'est pas si grave si eux ils intègrent l'OTAN parce que nous n'avons pas la même histoire, la même fraternité avec les Estoniens, les Lituaniens et les Lettoniens que nous avons avec les Ukrainiens. Et je vous renvoie de nouveau sur ma première vidéo où j'ai détaillé tous les liens familiaux qu'il y a depuis le 9e siècle et la fondation de la Kiev Rus, la Russe de Kiev, qui était le premier État qui deviendra l'ancêtre de ces deux pays et de tous les pays autour. Donc, nous n'avons pas la même histoire, alors je considère l'Ukraine différemment, il ne faut pas y toucher. Malheureusement, en 2014, on arrive quand même à ce que nous avons. On fait encore une sorte de traité européen pour associer l'Ukraine à l'Union européenne. Et justement, la Russie se trouve encore une fois provoquée parce qu'elle considère que voilà, l'Ukraine, c'est une partie de ses terres. Poutine justifie en 2015 cela en disant que bon, si l'Ukraine se rattache à l'OTAN, l'Ukraine n'est pas vraiment un pays, une bonne partie de l'Ukraine, c'est en fait l'héritage de ce que nous avons été. J'avais rappelé notamment dans le premier épisode que la péninsule de Crimée appartenait à la Russie et c'est en 1954 pour commémorer les 300 ans d'amitié que Nikita Khrouchtchev offre justement la Crimée à l'Ukraine, dont Poutine a un autre regard et il voit d'un mauvais œil le fait qu'on veuille obliger plus ou moins ce qu'il considère comme une obligation, on veuille obliger Viktor Yanukovych à s'associer à l'Union européenne. Lorsque Viktor Yanukovych refuse de signer le traité d'association à l'Union européenne, il est justement renversé par d'autres mouvements qui sont évidemment encouragés, à défaut d'être pilotés, qui sont fortement encouragés depuis l'Ouest. Et c'est en réaction à ça, parce que Viktor Yanukovych va finir par tomber. Il va perdre le pouvoir le 22 février 2014. Il sera donc remplacé par un pro-occidental, Pietro Poroshenko. Donc Poutine le voit d'un mauvais œil et Poutine décide d'annexer la Crimée. Il organise donc le 16 mars 2014 un référendum où la Crimée se prononce à 96% pour le rattachement à la Russie. Et Poutine envoie ainsi un message par justement après avoir réussi à obtenir l'indépendance de l'Ossétie du Sud contre la Géorgie, après y avoir obtenu la Crimée, il envoie un message que si vous touchez à l'Ukraine, les choses se passeront différemment. Et il ne faut pas y toucher, il ne faut pas piloter de l'extérieur des gens qui vont justement agir contre les intérêts de la Russie.
Encore une fois, je ne suis pas en train de le justifier, j'explique la vision de Vladimir Poutine pour que vous compreniez, parce que c'est lui qui a enclenché l'invasion de l'Ukraine. Il faudra essayer, on va dire, à défaut de lire dans ses pensées, de se projeter, en tout cas, dans la situation dans laquelle il se situe et de se dire, voilà, ce qui l'a motivé à faire telle ou telle action, que ce soit mal ou bien, en tout cas, la cause qui l'a poussé à poser telle ou telle action, la voici. Et donc, il prend acte du fait que pendant qu'il annexe la Crimée, les deux régions du Donbass, c'est-à-dire c'est cette région-là qui fait le nord, du nord-est au sud-est de l'Ukraine, les deux régions phares du Donbass, c'est-à-dire la République de Donetsk et la République de Lugansk, se proclament autonomes et donc enclenchent des bagarres avec le gouvernement central. Plus tard, Pietro Poroshenko partira et c'est le président actuel, Volodymyr Zelensky, qui va le remplacer et qui va continuer à se battre contre justement les séparatistes. Et comme dans le cas de l'Ossétie du Sud en Géorgie, Poutine considère qu'il y a des gens qui veulent appartenir à la Russie et qu'il y a un gouvernement ukrainien à Kiev piloté par les Occidentaux qui les empêche d'accéder à leur autonomie. Donc la guerre du Donbass à partir de 2014, enfin de 2014, voilà, jusqu'à ce que nous avons en 2022. Maintenant, qu'est-ce qui motive les actions de Poutine en 2022? C'est parce que il y a des accords qui sont signés dans la capitale de la Biélorussie, qui est aussi un des détachements de l'Union soviétique, la capitale de la Biélorussie, qui est un pays très allié aujourd'hui à la Russie, avec notamment son président Alexander Loukachenko. Donc, la Biélorussie sert de terrain d'entente dans la capitale Minsk entre l'Ukraine, la Russie, justement, et ces régions séparatistes où on élabore quelques clauses qui disent que voilà, on va autonomiser ces régions, on va leur donner une certaine liberté, elles vont rester en Ukraine, certes, on va leur donner une certaine liberté, une certaine autonomie, un certain pouvoir d'action, on va justement leur accorder quelques largesses, mais elles ne vont pas partir, elles ne vont pas faire sécession. On va y adopter notamment les deux langues officielles, la Russie et le russe et l'ukrainien. On va notamment retirer les troupes ukrainiennes, retirer les troupes russes, en tout cas obtenir un cessez-le-feu, aboutir des négociations. L'année suivante, parrainée une fois encore par la France de François Hollande et l'Allemagne d'Angela Merkel, on va aboutir aux accords de Minsk II, un peu comme la conférence de Berlin de 84 à 85. On a les accords de Minsk de 2014 à 2015, Minsk II qui approfondit encore ces clauses et voilà, il est entendu que dans un avenir proche, l'Ukraine doit justement parapher ces accords pour qu'ils entrent en vigueur et pour qu'on aboutisse à une solution d'autonomie des régions, même si Kiev reste la capitale centrale. Pendant les 8 ans de 2014 à 2022, cela n'est pas fait et à un moment donné, suite toujours à la volonté ukrainienne de rallier l'Alliance Atlantique, notamment avec Zelensky qui est un atlantiste convaincu, ce qui n'est pas mauvais, ce qui n'est pas bien non plus, en fait ce n'est ni mauvais ni bien, mais dans un contexte comme celui-là, c'était la pire chose à faire parce que ça manquait d'intelligence géopolitique. C'est donc pour ça que sur un coup de tête qui n'est pas vraiment un coup de tête, le 24 février 2022, c'est-à-dire presque jour pour jour, puisque c'était le 22 février 2014 que Monsieur Viktor Yanukovych, qui est pro-Poutine, est renversé, Poutine décide donc de marcher sur l'Ukraine avec ce qu'il appelle une opération militaire spéciale où il entend dans l'absolu récupérer le Donbass, mais aussi, si on veut, si c'est possible, à renverser le gouvernement de Kiev. Et donc, on aboutit à la situation dans laquelle on aboutit aujourd'hui. Je ne vais pas m'y étaler plus longtemps parce que, comme j'ai dit, le sujet est vaste, parce que, comme j'ai dit, j'ai dû sauter et bondir beaucoup d'éléments, mais le brossage que je fais dans une vidéo que vous pouvez mettre sur pause et que vous pouvez reprendre pour écouter ce qui peut-être n'a pas été clair, évidemment, on a essayé d'établir les grandes lignes. Parce que, comme je dis, l'objectif, c'est pour que nous, les Africains, qui de temps en temps discutons aussi de ces sujets, même si nous allons parler ça et là de l'actualité africaine, il est important que nous parlions aussi de cette actualité-ci parce que les conséquences, du moins économiques, de la crise ukrainienne nous touchent en terre africaine. Il est important que nous en parlions et que nous réfléchissions par nous-mêmes, par exemple, au moyen des éléments que je viens de donner et où j'insiste à chaque fois que je ne suis pas pro-occidental, je ne suis pas pro-Poutine, je suis pro-paix et je trouve
même si ce sont des décisions moralement légitimes, c'est-à-dire l'Ukraine qui se défend contre l'invasion russe, je peux trouver stupide le fait d'avoir justement entraîné une situation dont on savait qu'elle allait dégénérer. Si vous savez qu'il y a des agresseurs dans votre quartier, vous n'allez pas marcher la nuit parce que vous vous dites que moralement c'est condamnable de se faire agresser. Certes, c'est moralement condamnable de se faire agresser, mais il faut avoir l'intelligence de ne pas sortir tout seul à 2 heures du matin dans la nuit avec, je ne sais pas, dans un quartier sensible avec une bague en or, une chaîne en diamant et tout, parce que vous savez pertinemment ce qui va se passer. Quand on dit que la Russie est une puissance agressive et qu'on sait d'avance, comme les États-Unis savaient d'avance, qu'elle allait agresser l'Ukraine, il fallait justement créer une situation qui allait empêcher que cela arrive. Puisqu'on dit gouverner, c'est prévoir, le pouvoir d'anticipation est la preuve de la grandeur politique. Ce n'est pas la bombe atomique, ce n'est pas l'arme nucléaire. Les États-Unis ont le premier réseau diplomatique au monde. Près de 170 ambassades devant la Chine et devant la France, ils devraient prouver justement par leur capacité à établir et à maintenir la paix que justement ils sont la première puissance et plutôt et non que de savoir qu'une guerre va arriver et de s'arranger quand même à ce que cette guerre ait lieu au point où on se dit, bon, ils seront les seuls gagnants de l'affaire, avec la Russie bien sûr, quoi qu'on dise, puisque les États-Unis, ils peuvent affaiblir dans un premier temps la Russie, l'Europe aussi, et maintenant marcher sur les deux camps perdants, ou du moins ils vont affaiblir l'Europe, et voilà, récupérer l'Europe, en tout cas mieux qu'elle ne la possède, mieux qu'il ne la possède aujourd'hui. Et la Russie, elle peut perdre évidemment, mais elle peut aussi gagner si la situation reste dans la configuration actuelle où elle possède de facto le Donbass qu'elle n'est pas prête à rendre. Et voilà, et la Russie, après la Crimée, a possédé le Donbass et élargir son influence tout en jouissant d'une opinion plus ou moins favorable. Du côté asiatique, l'Inde, la Chine, qui, quand ils ne sont pas neutres, sont totalement, carrément pour la Russie, et du côté d'une large opinion africaine, malgré les atrocités commises. Et c'est ça la mocheté de la guerre, puisque les gens perdent la vie, il faut trouver la solution qui prend le moins de vie possible. C'est à ça que sert l'analyse géopolitique. Si on dit maintenant X est méchant, X est gentil, on ne va pas cesser le nombre de morts. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui a conduit à cette guerre et comment on peut faire pour l'empêcher de continuer de perdurer. C'est dans cette optique donc que j'invite tous les Africains à la réflexion. C'est dans cette optique que je vous invite à partager massivement cette vidéo. Nous sommes à 10 000 nouveaux abonnés en seulement 2 jours. J'en suis très heureux. J'espère en avoir davantage. Nous en étions à près de 200 000 sur la page Wilfried Ekanga officielle, mais pour un retour à zéro, il est intéressant de voir comment les choses évoluent. Donc, nous parlerons prochainement de l'actualité africaine, de l'actualité camerounaise, de l'actualité, enfin de tout ce qui est intéressant à un instant T à travers le monde. Et en attendant, je vous souhaite d'avoir beaucoup de plaisir à regarder cette vidéo qui certes était très dense, mais fondamentalement nécessaire. Merci à vous et bonne soirée.